Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et Franck Ferrand nous emmène dans sa chère Normandie cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je ne me lasse pas de la Normandie, moi. Qu'est-ce que vous voulez? Les lumières, les parfums de roses et de pommes fermentées, l'iode et les embruns. Alors, nous allons aujourd'hui évoquer Guillaume et ses Normands. Et pour évoquer Guillaume et les Normands, vous avez invité Franck, le rédacteur en chef du magazine Patrimoine Normand. Et oui, il s'appelle Stéphane William Gondouin. Il est effectivement le rédacteur en chef de ce magazine Patrimoine Normand. Un magazine qui, il y a quelques mois, consacrait un article à la bataille d'Hastings que je vous propose d'aller revivre maintenant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Les Normands du temps de Guillaume sont les enfants de deux peuples bien différents. Ce sont à la fois des Vikings et des Francs. Leur violence guerrière, que je n'ose qualifier de scandinave, c'est depuis quelque temps polissé au contact de ces Français qui, eux, sont encore tout imprégnés de l'héritage romain. Guillaume lui-même est le fruit de cette double appartenance. Vous allez voir qu'il est constamment marqué par une force tout à fait digne des Vikings, remise dans des formes finalement assez latines. Et cela, ça crée un mélange imparable. Il faut absolument que je revienne sur les origines de Guillaume, qui à l'époque est ce qu'on appelle un bâtard. C'est-à-dire que son père est noble, c'est même carrément le duc de Normandie en personne, Robert Ier, Robert le libéral, mais sa mère, Herléva, est une simple fille de bourgeois. Son père, et encore de petit bourgeois, son père était tanneur à Falaise. Robert avait tout juste 18 ans quand il est tombé sous le charme de cette jolie fille. Il lui a fait un enfant, Guillaume, mais il n'a pas osé l'épouser, en tout cas selon le rite chrétien. Il est possible qu'il l'ait fait de façon plus traditionnelle, selon le rite danois, on n'en sait rien. Or, à peine 6 ans plus tard, on est en 1034, c'est l'époque du millénaire de la mort du Christ, l'époque, Robert annonce son départ pour la Terre Sainte. Avant de partir, il fait jurer à tous ses barons, pour le cas où il ne reviendrait pas, d'accepter Guillaume comme seigneur et maître. Or, on apprend dès l'année suivante la mort de Robert le libéral. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 7 ans, notre petit Guillaume devient duc de Normandie. Enfin, duc de Normandie en théorie, parce que dans la pratique, nombreux sont ceux qui profitent de sa jeunesse pour essayer de récupérer un peu de pouvoir. Le duché va sombrer, disons-le, dans une sorte d'anarchie. L'enfant duc est en grand danger. C'est la famille de sa mère, les fameux bourgeois de Falaise, qui va venir le protéger, le cacher, ce petit Guillaume. Il a l'âge de souffrir de la situation, il a déjà 8, 9, 10 ans. À l'époque dont je parle. Et c'est justement dans cette humiliation qu'il va puiser sa force de caractère. On en connaît d'autres, de grands hommes de l'histoire qui ont été malmenés dans leur enfance. Ça fait penser un peu à la jeunesse de Louis XIV, par exemple, avec la Fronde. Pendant ces années noires, deux factions s'opposent en Normandie. Un peu comme une sauce qui serait en train de tourner, les ingrédients ont tendance à rester séparés. Du côté de Caen, dans ce que nous appelions la basse Normandie, la faction scandinave et païenne animée par la noblesse guerrière qui rêve de ressusciter les Vikings d'une certaine manière, et puis autour de Rouen, là-haut en Haute-Normandie, la faction française chrétienne qui s'appuie sur les bourgeois des villes et entend défendre un héritage plus latin. Eh bien, c'est sur cette faction franque que le bâtard, comme il se présente lui-même dès l'âge de 14 ans, va s'appuyer pour reconquérir son duché. Cette question de bâtardise le hante, il faut bien que vous le compreniez. Au moment de se marier par compensation, il choisit une jeune fille de très haut, de très pur lignage, la fille du comte de Flandre, Mathilde, qui est en même temps la nièce du roi de France, Henri Ier. Son père étant d'accord, tout irait pour le mieux. Seulement le pape Léon IX, pour des raisons d'équilibre politique dans la chrétienté, décide que les choses ne sont pas si simples. Finalement, et Baudouin et Guillaume maintiennent leur décision. Ils sont tous deux excommuniés. À l'époque, le pape ne plaisantait pas. La réconciliation avec le Saint-Siège, Guillaume ne l'obtiendra que bien plus tard grâce à un théologien qui s'appelle Lanfranc, qui deviendra son confident, son ami. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Or, le soutien du pape va se révéler déterminant pour légitimer les aspirations de conquête de Guillaume. Ça, c'est l'héritage de la double culture dont je vous parlais tout à l'heure. On envahit, on pille, on conquiert, comme les grands ancêtres vikings, et en même temps, on légitime, on justifie,
on légalise à la mode romaine. Dans les années 1060, Guillaume à l'époque a un peu plus de la trentaine, le roi d'Angleterre est un prince faible mais pieux, on l'a surnommé Édouard le Confesseur. Cet Édouard qui a fait vœu de chasteté n'a donc pas eu d'enfant, a pour manie de promettre sa couronne à tous les princes qui passent le voir, et bien sûr Guillaume de Normandie fait partie de ceux auxquels on promet des choses. Et comme c'est une promesse qui l'arrange, évidemment il la prend très au sérieux, sauf qu'en réalité, dans l'ombre du malheureux Édouard, le véritable tenant du pouvoir en Angleterre est un certain Harold de Wessex. Et lui se méfie beaucoup des Normands. Un beau jour de 1064, alors là c'est un hasard complètement inouï, notre fameux Harold, là, qui était en train de naviguer au large de l'Angleterre, vient s'échouer en terre boulonnaise. Il est arrêté, on le conduit chez le duc de Normandie, qui lui fait jurer fidélité. Or, vous comprenez bien qu'Harold, qui vient d'être sauvé de la mort, jure tout ce qu'on veut. Ce qu'il n'a peut-être pas compris, c'est qu'il est en train de jurer sur des coffres qui contiennent de saintes reliques. Si jamais il venait à se parjurer, ce serait un péché mortel. Ce qui fait que lorsqu'Édouard meurt quelques mois plus tard, Harold va commettre le pire des parjures puisqu'il décide de garder pour lui-même la couronne d'Angleterre. Alors là, vous pouvez faire confiance à Guillaume pour ne pas le laisser faire, bien sûr. Le bâtard va bientôt se muer en conquérant. C'est cette trahison d'Harold qui va lui servir de prétexte. Alors, la conjoncture est assez favorable à Guillaume. Il faut vous dire qu'outre-Manche, Harold guette une attaque imminente des Danois vers le nord de son royaume. Sur le continent, le beau-père de Guillaume, donc Baudouin de Flandre, se trouve être le régent de France à ce moment-là. Quant au pape avec lequel Guillaume a fini par se réconcilier, il attend une réforme au profit de l'Église en Angleterre. Il sait que l'Angleterre va mal et que si jamais Guillaume finissait par faire main basse sur l'Angleterre, alors ce serait bon pour l'Église, et donc le pape est relativement bienveillant. Reste à mettre sur pied, depuis les côtes normandes, une traversée de la Manche, un débarquement crédible, une conquête des terres anglaises. Ah oui, ça n'est quand même pas gagné cette affaire, c'est même un défi invraisemblable. À première vue, ça paraît vraiment très difficile. N'oubliez pas qu'on est en 1066. Les moyens dont on peut disposer sont quand même assez rudimentaires. Raison de plus pour se lancer à corps perdu dans les préparatifs. Il s'agit avant tout de faire traverser la mer à toute une flotte emportant hommes, chevaux, bœufs, attelages, matériel de tous ordres. Le point choisi pour l'embarquement, c'est l'estuaire de la Dive. On n'est pas très loin de Cabourg, si vous voulez. D'énormes quantités de bois ont déjà été acheminées à cet endroit pour être assemblés par une véritable armée de charpentiers. Et tous ces artisans, c'est ce qu'on voit très bien d'ailleurs sur la tapisserie de Bayeux, s'activent à construire l'armada qui bientôt va s'élancer sur les flots à l'assaut de l'Angleterre. Un extrait de la bande originale du film Ivanhoe sur Europe 1. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur du XIe siècle cet après-midi. Franck Ferrand, vous nous racontez la bataille d'Hastings qui va bientôt commencer avec Guillaume le Conquérant. Mais juste avant de parler de cette bataille, Oui. vous avez fait allusion à la tapisserie de Bayeux. Elle raconte cet épisode de l'histoire ? Oui, exactement. Précisément la broderie, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait une tapisserie. On appelle ça la tapisserie de la reine Mathilde. Ça n'est ni une tapisserie ni une œuvre de la reine Mathilde. On y reviendra tout à l'heure, puisqu'après tout, Adrien Goetz est dans ce studio. Nous aurons l'occasion d'entrer dans le détail de cette tapisserie de Bayeux. J'espère que vous l'avez vue, cette tapisserie. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je n'ai jamais eu cette chance. Alors il faut que vous y couriez. Allez voir ça à Bayeux, c'est une merveille. Imaginez une pièce d'étoffe qui fait 50 cm de hauteur, sur environ 70 mètres de long. Tout ça d'un seul tenant, et ça évoque donc un petit peu comme une bande dessinée, si vous voulez, à travers plus de 1500 sujets qui patiemment ont été brodés de couleurs chatoyantes. Ça raconte toute l'histoire que je suis en train de vous raconter. Alors, on disait donc que c'était la tapisserie de la reine Mathilde. En fait, on pense que la broderie en question a été exécutée par des religieuses à la demande d'un demi-frère de Guillaume, Odon, qui était évêque de Bayeux, d'où sa présence pendant des siècles au chapitre de la cathédrale de Bayeux. Vous verrez aussi qu'on pense que la tapisserie a été inspirée par un certain nombre de seigneurs boulonnais. Bref, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, pour revenir à nos préparatifs, il est évident que certains des navires nécessaires ont été fournis par des alliés de Guillaume enrôlés dans cette expédition, ne serait-ce que par appât du gain. Ils se disent qu'après tout, s'ils peuvent eux aussi s'installer en Angleterre, ce serait formidable. Le travail nécessaire n'en est pas moins titanesque. Il va demander 6 mois pleins d'un travail acharné, et quand tout est au point et que les vents s'y prêtent, c'est-à-dire le 12 septembre 1066, eh ben ça y est, on s'embarque direction non pas tout de suite l'Angleterre, mais l'anse de Saint-Valery-sur-Somme, parce qu'on sait que depuis Saint-Valery, la traversée sera évidemment beaucoup plus courte. Alors c'est une première expédition pendant laquelle un certain nombre d'embarcations qu'on a vu tendance à trop charger d'hommes et de chevaux se renversent. Ça noie les occupants. On ne peut pas dire que ce soit une promenade de santé, cette première expédition. Naturellement, Guillaume interdit à ceux qui ont été témoins de la catastrophe d'en dire un mot, sous peine de mort. Pas question d'aller démoraliser l'armée et de dire aux gens qu'ils s'embarquent sur des bateaux qui risquent de les envoyer au fond. Quand je dis l'armée, il faut entendre quand même une petite armée. Sûrement pas plus de 7000 hommes en comptant les services. Ça paraît quand même pas beaucoup, ça, pour aller prendre possession de l'Angleterre. Vous imaginez le village là qui s'en va à l'assaut de la grande Angleterre. En même temps, si vous avez comme intention de faire traverser à ces 7000 personnes, leur faire traverser la Manche en même temps, vous avouerez que c'est déjà pas mal, évidemment. Or, le problème, une fois parvenu à Saint-Valery, c'est que les vents sont plein nord, au lieu des vents de sud nécessaires pour gagner les côtes anglaises. On raconte que pendant 15 longues journées, Guillaume va être là à vivre les yeux rivés à la girouette de l'église du village, tressaillant au moindre mouvement d'air. On la voit qui bouge un peu, la girouette, mais pour l'instant, elle est toujours plein nord. Et puis ça y est, les vents tournent. D'abord à l'ouest et puis bientôt au sud-sud-ouest. Guillaume cache son émotion, mais il n'embarque pas moins à bord de son bateau, le navire que lui a offert Mathilde sur ses propres deniers. L'embarcation s'appelle la Mora et sa figure de proue désigne du doigt le royaume à conquérir. Les opérations d'embarquement vont s'effectuer dans une espèce de précipitation, mais même on s'y attendait pas, on avait oublié que le vent pouvait retourner au sud, donc tout le monde embarque comme il peut, on quitte la Normandie dans la soirée, la nuit ne tarde pas à tomber, et pour éviter les collisions, un fanal a été placé sur la mâture de chaque petit navire, le plus visible se trouve naturellement à la vergue de la Mora. Lorsque se lève enfin la journée du 29 septembre, l'embarcation de Guillaume, qui est sans doute plus rapide que les autres, se retrouve seule au milieu des flots. Alors il y a cette brume, cette espèce de brume matinale qui pèse sur les flots et à travers ces effilochés de coton, on ne distingue pas encore les côtes à conquérir. Le Normand se doute bien que l'Anglais doit l'attendre avec ses hommes de l'autre côté. Il importe de ne pas arriver dispersé. Il faut que tout le monde arrive en même temps, donc on décide d'attendre les retardataires et pour occuper l'esprit de ses compagnons, le duc fait servir à bord un véritable banquet. Vous imaginez cette scène extraordinaire.
Alors la mer se couvre peu à peu de navires, des dizaines et des dizaines de voilures. En face, la côte a commencé à se dessiner. L'armada des Normands rejoint sans peine à marée basse la plage de Pevensey. C'est là même que César, 1000 ans plus tôt, avait déjà débarqué. Vous avouerez que c'est un symbole. Surprise, même stupéfaction, pas l'ombre d'un Anglais en vue. Le débarquement va être une vraie partie de plaisir. Évidemment, Guillaume s'interroge. Les espions d'Harold sont nombreux, on scrute constamment les côtes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on va mener l'enquête, si je puis dire, et très vite la réponse arrive. En fait, ce même vent de nord qui empêchait les Normands de traverser la Manche, en revanche, favorisait les Danois. Et les Danois ont débarqué sur le nord des côtes anglaises. Harold a dû se porter à marche forcée à leur rencontre, et grâce à l'appui de ces barons du Nord, il est en train en ce moment même de vaincre les Vikings à Stamford Bridge. Les Normands, eux, sont donc tranquilles. Ils s'installent. Alors, comme toujours, ils soufflent le chaud et le froid. D'un côté, ils mènent de subtiles missions pour suivre la progression d'Harold et de son armée. Et puis, à côté de ça, on les voit incendier carrément des villages sur leur passage, pour un oui, pour un non. Ce n'est qu'au premier jour d'octobre qu'Harold aura connaissance du débarquement des Normands sur ses côtes. Vous imaginez le retard qu'a pris le nouveau roi d'Angleterre. Aussitôt, bien sûr, Harold décide de rentrer à Londres, toujours à marche forcée. Et puis là, devant la défection des barons du Nord, le nouveau roi va devoir se contenter pour aller combattre Guillaume, qu'il considère comme un usurpateur, parce que de son côté, Guillaume dit qu'il est le roi d'Angleterre, bien entendu. Il va devoir se contenter d'une armée qui, elle aussi, est réduite à 7 ou 8 000 hommes. Ce qui veut dire qu'on va se battre à peu près à forces égales. Eh oui. Les Normands du duc Guillaume, fraîchement débarqués, sont sur le point d'affronter l'armée du roi Harold, qui redescend de Londres encore à marche forcée. Et pendant cette marche, les deux chefs échangent quelques politesses. Harold délègue un moine auprès de Guillaume avec ce message: il est vrai que le feu roi Édouard avait constitué Guillaume son héritier, seulement il a changé d'avis sur son lit de mort et il l'a, lui, Harold, nommé de vive voix. Et naturellement, Guillaume ne veut rien entendre. Il envoie à son tour un moine à Harold pour lui rappeler la promesse d'Édouard et surtout pour lui rappeler son propre serment. À lui, Harold, rappelez-vous, il avait juré sur les coffres pleins de reliques sacrées. Le moine ajoute que le duc de Normandie est prêt à plaider sa cause en jugement à sa convenance, car il est sûr de son droit, et même si Harold redoute le jugement, Guillaume est prêt à l'affronter en combat singulier. Ça, c'était une habitude au Moyen-Âge, au lieu d'aller confronter une armée à une autre, eh bien, les deux chefs pouvaient toujours se battre. Harold est furieux. Nous poursuivons notre marche, voilà la réponse. Et cette fois, la confrontation armée est inévitable. Il va y avoir une bataille. Vous avez compris que le moment est venu de vous parler de la célèbre bataille d'Hastings. Nous sommes le 14 octobre 1066. Et dès le 13 dans la soirée, les deux armées sont en vue l'une de l'autre. Ça y est, j'allais dire on se renifle. Disons que l'on se jauge. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, ça y est, nous sommes le 14 octobre 1066. Le roi Harold et Guillaume le Conquérant vont s'affronter dans la célèbre bataille d'Hastings. Eh oui, alors Harold a fait stopper ses soldats au sommet d'une colline, ce qui est censé lui offrir la position avantageuse. Il faut dire quand même que l'endroit est très étroit, ça fait moins de 500 mètres, ce qui a pour inconvénient d'obliger les hommes à se serrer. Et les meilleures troupes anglaises, les fameux Housecarls, vont combattre à la hache. Et quand on combat à la hache, on a besoin d'espace. Vous comprenez que ça va les gêner, ça, dans leur mouvement tournoyant. Parce que c'est ça, en fait. On fait tourner la hache au bout du bras. Vous imaginez, ah oui, non, c'est sympathique. De son côté, Guillaume accepte sans se plaindre de prendre la position de plaine. Le 14 au matin, il assiste à la messe. Il prend soin de porter à son cou un certain nombre des fameuses petites reliques sur lesquelles Harold avait prêté serment qu'il n'a donc pas tenu. Il fait vœu d'édifier sur place une abbaye en cas de victoire. Et puis, il harangue ses guerriers. Ça se passe toujours un peu de la même façon, tout ça, bien entendu. Il faut imaginer la voix chaude et puissante de Guillaume qui rappelle à ses hommes qu'ils sont dos à la mer, que par conséquent ils n'ont aucun espoir de fuite. Mais qu'en revanche, s'ils combattent avec ardeur, leur récompense sera non seulement un des plus hauts faits d'armes de tous les temps, mais aussi à portée de la main toutes les richesses, toutes les terres si grasses, tous les bonheurs de l'Angleterre.
Le combat s'engage donc. Les Normands hurlant montent à l'assaut du promontoire d'Hastings. Or, même s'ils sont trop serrés, les Anglais jouissent donc de cette position dominante qui leur permet de cribler les Normands et notamment leur rangée d'archers, d'armes de jet qui les transpercent, qui les clouent sur place. Et déjà, sur le flanc gauche de Guillaume, un certain nombre de cavaliers et de fantassins bretons commencent à battre en retraite. Très vite, la rumeur va se répandre que le duc lui-même a été tué d'une flèche. Ça, c'est la panique chez les Normands. Pour les détromper, Guillaume arrache son nasal. Vous savez, ils ont cette espèce de casque qui vous cache littéralement le visage, qui le protège en même temps. Et Guillaume se montre. « Je suis vivant !» crie-t-il. « Regardez-moi, je suis vivant, je serai vainqueur !» Le courage renaît peu à peu. Mais en haut de leur colline, les Anglais se défendent néanmoins. Et c'est à ce moment-là que le duc de Normandie a l'idée de feindre la retraite. Il voit que les Normands qui redescendent la pente sont déjà en difficulté. Eh bien, il va jouer sur cette difficulté. Il va en rajouter, si vous voulez. Et donc, les Anglais, ayant l'impression qu'ils sont en train de l'emporter, se mettent à charger à leur tour. Ils vont se disperser en direction de la plaine. C'était ça la manœuvre, c'était ça qu'attendait Guillaume. Ces guerriers à ce moment-là font volte-face et ils vont pouvoir plus facilement atteindre l'ennemi à 2 reprises. La même tactique va entraîner les mêmes cause et donc le même succès pour les Normands, succès parachevé par la cavalerie de Guillaume qui maintenant va pouvoir prendre les Anglais à revers et leur inflige des pertes absolument considérables. Alors cela dit, le gros de l'armée anglaise qu'on appelle le Fyrd, qui est composé de paysans réquisitionnés, ces gens qui sont bien les pieds sur terre si je puis dire, se défendent et se défendent longtemps. Ce sont des gens qui descendent des Saxons, ils savent se battre. Il n'empêche, la bataille tourne peu à peu à l'avantage de Guillaume. D'ailleurs, Harold vient de recevoir une flèche. Les chroniqueurs disent une flèche perdue. À mon avis, c'est peut-être un peu réécrit ça comme histoire. En tout cas, il est là, qui gît dans le sang des siens sur le champ de bataille. Et la tradition veut qu'on ait fait appel à son ancienne maîtresse, Édith au col de cygne, pour venir identifier formellement son corps. Guillaume va faire enterrer ce corps sur le rivage. Comme cela, aurait-il dit, il gardera la côte après sa mort comme il l'a gardée de son vivant. Et l'abbaye, promise, va bel et bien voir le jour sur les hauteurs d'Hastings. Battle Abbey sera consacrée près de 30 ans plus tard, en 1094. Alors maintenant, le rival de Guillaume a disparu. Son royaume, si je puis dire, est entre ses mains. Il est là, à portée de main. En tout cas dans l'idée, parce qu'il va falloir, avec l'aide d'un certain nombre de chevaliers, quelques dizaines de chevaliers seulement. Ce sont eux dont on voit les noms sur le grand mur du pignon de Dives, justement. Il va falloir prendre possession de l'Angleterre, se partager ses fiefs, se faire accepter des populations. Et une fois encore, la double culture des Normands va faire merveille, puisque d'un côté, ils vont pas hésiter à s'imposer par la terreur, en pillant, en incendiant, en punissant, comme le faisaient les ancêtres vikings. Et puis, d'un autre côté, ce sont des administrateurs avisés qui vont doter l'Angleterre de structures de gouvernement déjà modernes, des structures dont certaines perdurent et survivent jusqu'à nos jours. Bonjour Stéphane William Gondouin, merci d'être avec nous cet après-midi. Nous allons revenir sur cette bataille d'Hastings, sur la civilisation anglo-normande et puis d'une façon plus générale sur la Normandie du temps de Guillaume. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire de la bataille d'Hastings avec Guillaume le Conquérant. Nous sommes au XIe siècle, nous sommes en Normandie et justement la Normandie au XIe siècle, eh bien on en parle avec votre invité Stéphane William Gondouin. Il est rédacteur en chef adjoint du magazine Patrimoine Normand. Alors ce qu'il faut dire, c'est que les Normands ont gagné. Certes, cette bataille d'Hastings est une victoire totale, même si pendant longtemps on a pensé que ça allait être une défaite. Et une fois qu'ils ont gagné, que font-ils, si je puis dire? Parce que c'est pas le tout d'être là à 6-7 000 hommes à avoir remporté une victoire. Il y a tout un pays à conquérir. Exactement. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors au soir du 14 octobre 1066, il est évident que l'élite saxonne, la société saxonne est décapitée. Il n'y a plus de roi, il n'y a plus de guerriers vraiment très importants, il n'y a plus de leader politique. Mais ça ne fait pas pour autant du vainqueur un monarque. Donc d'abord, les Normands, ce qu'ils vont commencer par faire, c'est
tout un petit périple dans le sud de l'Angleterre à la conquête de différents points stratégiques qui sont importants, notamment le port de Douvres, qui est essentiel puisqu'il donne un accès avec un véritable port sur la Manche. Puis la ville de Canterbury, où il y a le principal archevêché d'Angleterre, l'archevêque de Canterbury est le primat d'Angleterre. Et puis on va tourner un peu autour de Londres. On va pas directement aller à Londres parce que c'est la plus grande ville du royaume. On a un petit peu peur de ce qui pourrait s'y passer, de la façon dont vont réagir les Londoniens. Une ville quand même assez importante pour l'époque. Oui, 20 000 habitants environ, c'est quand même assez considérable. Donc on va tourner un petit peu autour de Londres en attendant que le fruit tombe. Comme un fruit mûr, que la ville tombe comme un fruit mûr. Et puis, on va beaucoup cogiter du côté saxon à Londres. On va se dire mais qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer très rapidement de mettre un dernier parent d'Édouard le Confesseur, mais qui est un tout petit enfant qui n'a pas du tout les moyens de s'imposer. Et puis finalement, ils vont se rendre compte qu'il est impossible de lutter. Parce que le Conseil des barons de Londres, ce qu'on appelle le Witan, va se réunir et choisir un autre roi d'une certaine manière. Comme si on refusait jusqu'au bout la victoire de Guillaume. Exactement. Mais c'est une solution qui n'est plus viable parce qu'il n'y a plus d'armée, il n'y a plus d'armée saxonne. Même si la population reste encore à soumettre et à convaincre, il n'y a plus véritablement d'armées susceptibles de s'opposer aux Normands. Et donc les Normands vont s'approcher de Londres, ils vont recevoir quelques jours au début du mois de décembre environ, ils vont recevoir une délégation d'habitants de Londres qui vont venir vers Guillaume et qui vont lui dire on accepte la chose, vous êtes notre roi et on se soumet. Et donc ils vont ouvrir les portes de Londres dans laquelle les Normands vont pouvoir rentrer. Mais ils vont le faire quand même avec une certaine méfiance, parce qu'il n'est pas question de rentrer dans une... C'est ça, c'est-à-dire que c'est une sorte de veillée d'armes, ce que vous êtes en train de nous décrire. C'est un peu une veillée d'armes. Les Normands sont en train d'entrer dans Londres. Officiellement, les Londoniens se sont rendus d'une certaine manière, mais... on se demande si ça n'est pas un piège. Parce qu'une fois qu'on va être dans Londres, ce sera plus facile éventuellement à la population de piéger les soldats de Guillaume. Voilà, c'est ça exactement. l'idée. Une fois que vous êtes dans une enceinte urbaine avec une population qui n'est pas forcément convaincue par ce que vous représentez, il est évident que ça peut vite poser des difficultés majeures. Vous avez souligné tout à l'heure que les guerriers normands n'étaient pas extrêmement nombreux. Ils sont encore moins nombreux au lendemain de la bataille d'Hastings. Il y a eu des pertes quand même colossales. Et donc la première chose que va faire Guillaume et que va ordonner Guillaume, c'est à une poignée de ses hommes de rentrer dans Londres pour aménager un réduit fortifié en terre et en bois comme on le faisait à l'époque, qui est en fait l'ancêtre de ce qui sera plus tard la tour de Londres. Et voilà. C'est à cet emplacement-là que Guillaume plus tard, en pierre, fera construire la tour de Londres. Mais... c'est pour ça que quand vous avez visité la tour de Londres, on vous dit la forteresse bâtie par Guillaume le Conquérant. On dit, bon, ça paraît bizarre, mais en fait ce sont les bases qui ont été fondées là. Les bases et la tour en pierre sera par la suite construite par Guillaume, mais beaucoup plus tard dans le cours de son règne. Mais il fallait impérativement aux Normands avoir un point d'appui fortifié à l'intérieur même de la ville pour être certain d'avoir un retranchement au cas où les choses tourneraient pas forcément en leur faveur. Et alors on va organiser le couronnement de Guillaume. Comme très souvent le couronnement a lieu dans la nuit, la veillée de Noël. Donc Noël, comme Charlemagne. Comme pour Charlemagne, voilà. Noël 1066. Sauf que au moment où à l'intérieur de l'abbatiale, tout le monde se met à hurler « Hurrah, hurrah, vive Guillaume !» etc., les soldats de Guillaume qui se trouvent à l'extérieur, entendant des bruits, etc., se disent « On est en train de tuer notre chef !» C'est cela même. Et là, ça va être la catastrophe. Ah là, ça va être, assez terrible. Alors, il faut pas oublier que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Donc, les sources normandes qui nous racontent cet épisode-là disent que quelques maisons ont été incendiées. Mais en fait, ça a probablement été beaucoup plus sanglant. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement de panique générale chez les Normands qui était posté à l'extérieur de l'église. Le couronnement s'est déroulé toute porte close en l'abbatiale de Westminster. Et ces gens-là vont réagir effectivement au brouhaha qu'ils vont entendre à l'intérieur de l'église, vont réagir avec violence, vont certainement bouter le feu à pas mal de maisons et aussi un peu tirer l'épée.
Alors, ça paraît extraordinaire, cette histoire de conquête de l'Angleterre, parce que, bien sûr que nombre de souverains français, notamment, je pense à François Ier, à Louis XV, à Napoléon Ier, nombre de conquérants de toutes sortes, y compris Hitler, bien sûr, ont essayé d'envahir l'Angleterre. Or, la seule fois où quelqu'un a réussi à envahir l'Angleterre, c'est en 1066, j'allais dire ce petit Guillaume, le bâtard normand, qui débarque avec une poignée de soldats et qui accomplit cet exploit. Comment expliquez-vous cette réussite? Qu'est-ce qui s'est passé? Les astres étaient alignés, comme on dit. Oui, peut-être d'ailleurs du fait de la comète qu'on a vu passer et qu'on aperçoit sur la tapisserie, de Bayeux. Tapisserie de Bayeux. Donc c'est en fait la comète de Halley. Donc à cette époque-là, on pensait évidemment qu'il s'agissait d'un signe bénéfique. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est certainement, alors d'abord, le fait que les Saxons ont dû monter pour faire face à l'invasion scandinave à marche forcée. Alors les Housecarls dont vous avez parlé tout à l'heure sont une infanterie d'élite, probablement la meilleure infanterie de l'époque du XIe siècle, mais c'est une infanterie montée, c'est-à-dire qu'elle se déplace à cheval et elle combat à pied une fois qu'elle est arrivée sur le champ de bataille. Donc il a fallu à Harold et à ses guerriers d'élite, ces Housecarls, il a fallu monter jusqu'au-dessus du York, à Stamford Bridge, affronter les Scandinaves, mener une bataille extrêmement rude contre les Scandinaves, et puis redescendre à marche forcée pour affronter cette fois Guillaume. Donc il est bien évident que les troupes avaient déjà été partiellement décimées lors du premier affrontement de Stamford Bridge. Il y a même eu une bataille peu de temps avant à Fulford Gate, donc donc 5 jours avant Stamford Bridge, où déjà ils avaient lutté, donc les Scandinaves, contre une armée locale. Donc ça a quand même pas mal puisé dans les forces du royaume. Donc redescendre. Et puis par la suite, eh bien c'est tout simplement l'affrontement entre deux conceptions du combat au XIe siècle. La meilleure infanterie probablement d'Europe occidentale à ce moment-là contre ce qui est également d'un autre côté la meilleure cavalerie d'Europe occidentale. Donc c'est une force de frappe, c'est une force impactante, c'est une force mobile. La puissance rapide et mobile. C'est ça, Guillaume. En fait. Rapide. Alors ça va être très très dur puisque pendant toute la bataille, les cavaliers vont venir se heurter au mur de boucliers saxons et vont être de nombreuses fois repoussés. Ça va être un choc terrible, probablement des centaines et des centaines d'hommes qui sont restés sur le champ de bataille. Mais au bout du compte, les Normands vont parvenir à percer cette ligne de bouclier et à s'imposer et à renverser le roi Harold. Et ils vont, si j'ose employer cette métaphore empruntée au rugby, mais après tout c'est tout à fait de circonstance, ils vont transformer l'essai, ces Normands, puisque ayant remporté la victoire, ils vont également savoir mener la conquête, ils vont prendre possession effectivement de ce territoire d'Angleterre, ils vont faire évoluer la culture et la civilisation pour donner naissance à cette fameuse culture anglo-normande. Nous y venons dans un instant. Je trouve quand même que cette émission est incroyable, elle est bien préparée parce que non seulement Stéphane William Gondouin, vous nous racontez tout ça comme si vous y aviez été, mais vous le faites avec une petite pointe d'accent normand qui sait. Vous êtes vraiment le Normand typique, si je puis dire, et évidemment ça donne encore un peu plus de saveur à cette émission. Dans un instant, nous revenons sur Guillaume lui-même. Qui était-il? À quoi ressemblait-il? Comment ce petit chef, si je puis dire, a-t-il pu devenir un grand roi? Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire de la Normandie avec Guillaume le Conquérant. Nous parlons de la bataille d'Hastings avec votre invité, Franck. Vous recevez Stéphane William Gondouin. Il est rédacteur en chef de la revue Patrimoine Normand. Alors cette bataille d'Hastings, elle est le plus haut fait d'armes de Guillaume le Bâtard, donc ce fils d'un duc de Normandie et d'une simple bourgeoise, Herleva, que certains appellent carrément Arlette. C'est cela. C'est cela. Alors en fait, on trouve le nom Arlotte dès le XIIe siècle. Donc dans un poète qui s'appelle Vasse, on la trouve mentionnée sous le nom d'Arlotte, A-R-L-O-T. Donc dont nous avons fait une moderne Arlette. Alors elle n'est citée qu'une fois en fait dans des documents de l'époque de Guillaume le Conquérant et elle apparaît sous le nom. Alors elle n'est même pas mentionnée, c'est une charte, donc elle est juste mentionnée comme sa mère et elle apparaît un petit peu plus tard au XIIe siècle, au début du XIIe siècle, sous la forme latine Herleva dans un texte latin. Alors qui est-elle ?
Alors, c'est la fille. Alors, c'est assez compliqué à faire parce que les sources sont pas toujours toutes fiables. Alors, dans le texte le plus ancien qui l'évoque et qui donne son nom, elle est dite comme la fille d'un polinteur. Polinteur, c'est un embaumeur, un tanneur. On ne sait pas exactement. C'est quelqu'un peut-être qui prépare les liqueurs, mais ça peut également avoir le sens de tanneur. Le terme est mal défini. Voilà, on ne sait pas exactement ce qu'elle est. Donc, c'est une jeune fille certainement, très probablement très très belle, qui par ses charmes attire le duc de Normandie, Robert le Libéral, et qui sait le séduire. Donc, et lui faire un fils. Peut-être une fille également. On ne sait pas à 100%. Il y a quelques indices assez forts pour dire qu'il y a également une fille, qui indique d'ailleurs au passage que le couple est relativement stable, même s'il n'y a pas de mariage, à l'église. Voilà. Mais ça semble indiquer que le couple est très stable et très uni. Et donc cette petite bourgeoise de Falaise, alors il y a une légende absolument fantastique qui naît au XIIe siècle, la nuit même où pour la première fois elle aurait passé quelques moments d'intimité avec le duc Robert le Libéral, aurait rêvé au cours de la nuit qu'elle aurait vu un arbre jaillir de ses entrailles et couvrir d'abord la Normandie, puis la Manche et puis l'Angleterre. Alors évidemment c'est quelque chose d'assez improbable. C'est une prédiction apocryphe, mais c'est quand même l'image est belle. L'image est belle, et donc évidemment ce fruit qui sort de ses entrailles, c'est Guillaume lui-même, conquérant de l'Angleterre. Bientôt orphelin, puisque donc son père ne rentrera pas sain et sauf de son voyage en Terre Sainte. On est au moment du millénaire chrétien, et évidemment l'adolescence de Guillaume va être perturbée, parce que il y en a qui profitent non seulement de son jeune âge, mais de sa légitimité boiteuse, si je puis dire. Un verset biblique de l'Ecclésiaste dit « Malheur à toi, pays dont la terre est dont le prince est un enfant ». Et donc Monterland fera ce que l'on sait. Voilà. Donc le fait est qu'à chaque fléchissement de l'autorité et du pouvoir central dans toute société médiévale, tout au long de l'histoire médiévale, et même plus tard, vous avez évoqué tout à l'heure la Fronde, dès qu'un jeune prince est maître de son pays, eh bien toutes les forces de la division se libèrent pour tenter d'arrondir leur patrimoine, pour tenter d'augmenter leur pouvoir, pour essayer de réduire le pouvoir ducal. Et donc ces années de minorité, donc des années 1035 à 1047, vont être extrêmement difficiles. Guillaume va échapper, va avoir son précepteur qui va être tué dans la chambre même où il dort, va échapper de très très peu à un attentat là, qui vise directement à mettre fin à ses jours. Je suis en train de me dire que ça ferait une très belle série télé. Ça ferait une série télé absolument magnifique. Je crois que c'est Napoléon qui disait qu'elle remonte ma vie, mais je pense que Guillaume le Conquérant était pas mal non plus. C'est quelque chose d'assez incroyable. Alors, il devient néanmoins le duc de Normandie. Il essaie d'asseoir sa légitimité par une très belle alliance, et voilà que le pape se met en travers de son chemin. Oui, alors on ne peut pas dissocier cette affaire de ce qui se passe en même temps en Italie méridionale. Alors les Normands étaient vraiment des grands voyageurs. Oui, les Normands étaient en Sicile. Exactement, les Normands étaient en Italie méridionale et avançaient fermement à la pointe de l'épée en Italie méridionale. Et à l'époque, le pape n'était pas très, les Normands n'étaient pas en odeur de sainteté en Italie méridionale, tout particulièrement du côté du Saint-Siège. Et donc, il est très probable qu'au départ, il y ait cette animosité de la part du Saint-Siège vis-à-vis de Normands un peu trop gourmands en Italie, à l'égard du duc de Normandie, même si les deux conquêtes l'hostilité. Même si les deux conquêtes sont à dissocier, puisque l'une est menée par un duc qui dispose de toutes les ressources de son duché, alors que celle de l'Italie méridionale est menée cette fois par des aventuriers qui quittent la Normandie en espérant faire fortune ailleurs. Ce que je n'ai pas pris le temps de faire tout à l'heure, Stéphane William Gondouin, c'est d'expliquer à nos auditeurs comment ce jeune duc, enfin assis sur son trône, si je puis dire, de Caen. C'est bien Caen, la cour ducale de Normandie à l'époque. Il y en a plusieurs. Oui. Alors, Caen est évidemment la ville qui devra sa prospérité à Guillaume. La ville existe, enfin le village au moins, existe
avant Guillaume le Conquérant. Mais c'est Guillaume qui, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'hostilité à l'égard des ducs de Normandie et l'autorité centrale du côté du Bessin, du Cotentin. Guillaume a besoin d'un centre de pouvoir pour rééquilibrer son autorité dans ces contrées. Et donc, il va choisir Caen, où il va construire un château ducal, où il va fortifier la ville et où il va élever 2 abbayes absolument magnifiques que l'on peut toujours voir aujourd'hui, au moins les abbatiales, l'abbaye aux hommes pour les moines masculins et l'abbaye aux dames pour les moniales, et qui va être des splendeurs absolues et qui vont être en fait la manière de se réconcilier avec le Saint-Siège. C'est que le Saint-Siège va finalement accepter le mariage de Guillaume et de Mathilde à condition que l'on fonde 2 établissements monastiques à Caen. Alors, comment passe-t-on de ce règne régional, si je puis dire, à une envie de conquête à l'échelle du continent? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et nous sommes au XIe siècle avec Guillaume le Conquérant et la bataille d'Hastings. Je voulais poursuivre notre investigation sur Guillaume lui-même. Comment ce jeune duc décide-t-il de s'en aller à l'assaut de l'Angleterre? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est parce qu'Édouard le Confesseur est faible et malade et que le pouvoir est à prendre? Ou est-ce qu'il s'agit dans l'esprit de Guillaume d'une véritable stratégie politique? Alors il y a un petit peu des deux. Je pense que d'abord c'est une opportunité. Quand un trône est à prendre, qu'il n'y a pas véritablement d'héritier légitime, qu'on a eu une promesse d'éventuellement en hériter, on doit se dire au fond de soi que, après tout, pourquoi pas. Il a dû en rêver, Guillaume, probablement. Voilà, il a dû en rêver. On peut parler de promotion sociale. Vous passez du statut de duc, ce qui est déjà quelque chose d'extrêmement enviable, au statut de roi. Le prestige n'est évidemment plus du tout le même. Devenir un monarque, c'est quelque chose d'important. Donc ça, c'est pour le côté pragmatique. Mais au fond de lui, ne serait-ce que par le serment de Harold que vous avez souligné, que vous avez souligné tout à l'heure, eh bien, il est persuadé que Dieu est à ses côtés. Le Saint-Siège va le confirmer, puisqu'il va lui envoyer un étendard qui va servir de bannière et qui va aller orner le plus haut mât de la Morin. Donc, il est persuadé que le droit et le droit divin est de son côté. Donc, à partir de ce moment-là, on a un petit peu les 2 dimensions. Ils se sont investis certainement d'une mission. Il y a quelques problèmes aussi au niveau de l'Église d'Angleterre, qui n'est pas exactement dans les clous de ce qu'aimerait le Saint-Siège. Le primat de Canterbury, notamment, Stigand, est une sorte de prélat assez intrigant qui n'est pas très pas dans les petits papiers du pape, qui à l'époque est Alexandre II. Donc tout ça fait que, au fond, il y a d'abord une opportunité à saisir, mais ensuite, il y a probablement chez Guillaume une profonde conviction qu'il est dans son bon droit et que Dieu est à ses côtés. Alors Dieu a montré qu'il était à ses côtés. Guillaume devient le roi d'Angleterre. Peu à peu, les années passant, il assoit véritablement son pouvoir. Comment fait-il pour gérer un État qui est séparé par un bras de mer qui n'est pas négligeable, le fameux Channel, quand même. Comment peut-on être à la fois roi d'Angleterre et duc de Normandie? Alors c'est extrêmement complexe, c'est une sorte d'impossible ubiquité. À partir du moment où vous n'êtes pas présent quelque part, il y a forcément des problèmes qui se déclenchent à cet endroit-là. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Voilà, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Alors par contre, Guillaume peut compter sur quelqu'un dont nous avons très peu parlé jusqu'à maintenant, qui est son épouse, Mathilde de Flandre, qui joue un rôle important. Il s'appuie beaucoup sur elle. Lorsqu'il part pour l'expédition d'Angleterre, c'est elle qui gère les affaires en Normandie, avec l'aide de quelques barons essentiels, comme Roger de Montgomery ou Roger de Beaumont, qui restent à ses côtés. Mais c'est vraiment sa femme de confiance. C'est la personne en qui il a le plus confiance. Et donc, quand on a quelqu'un comme ça sur laquelle on peut s'appuyer, eh bien, on peut faire beaucoup de choses et être quelque part, avoir toujours son double féminin, mais son double présent là où on ne peut pas être au moment donné. Par contre, la conquête de l'Angleterre sera quelque chose d'extrêmement dur et d'extrêmement rugueux, qui ne s'achèvera réellement. Les derniers mouvements de résistance saxon datent de 1071, mais c'est quelque
quelque chose qui va nécessiter beaucoup d'énergie et qui va générer beaucoup de violence. Comment est mort Guillaume le Conquérant? La fin de sa vie n'est pas très Non, la fin de sa vie est assez difficile. Toutes les fins de vie sont généralement assez pénibles, mais celle de Guillaume l'est particulièrement pour un homme qui a été actif toute sa vie, qui l'a passé à cheval, cheveux au vent et à galoper sur tous les territoires d'Angleterre et de Normandie. Donc en fait, Guillaume va entreprendre une opération militaire en direction du Vexin, la partie française du Vexin. Le Vexin est une région à la limite de la Normandie et de l'actuelle Île-de-France. Mais qui est coupée en deux, une partie française et une partie normande. Et donc Guillaume, alors on dit que le roi de France Philippe Ier aurait eu un très mauvais mot à son égard. Guillaume prenait de l'embonpoint sur son âge avancé et est tombé malade. Et Philippe Ier aurait dit mais quand donc, voilà, roi de France aurait dit mais quand donc ce gros homme va-t-il finir par accoucher? Sous-entendu, quand va-t-il passer l'arme à gauche? Donc ça évidemment pas plu du tout à Guillaume, qui a dû avoir une formule comme bien je vais lui montrer ce que c'est et j'irai à la messe de Relevailles avec 100 000 cierges. Donc il a pris les armes, il est parti. C'est la messe qui a lieu après les accouchements. Voilà, c'est la messe qui a lieu après les accouchements. Et donc il est allé en direction de Mantes-la-Jolie, mener une expédition militaire. Il a saccagé la ville, l'a incendiée et son cheval aurait pris peur en voyant des braises incandescentes, se serait cabré et il aurait pris un coup de pommeau de sel dans l'abdomen, créant peut-être une lésion au niveau de la rate. Ça, on ne sait pas, on ne peut évidemment pas savoir. Et donc, il est ramené très très mal en point à Rouen et il y décède au prieuré Saint-Gervais. Alors aujourd'hui, au prieuré Saint-Gervais, il reste encore la crypte de cette époque qui malheureusement n'est pas toujours accessible et une église 19e qui a été reconstruite dessus. Et donc, il est emmené là-bas et il meurt le 9 septembre 1087 après une agonie assez difficile. Oui. Et on dit qu'au moment de ses obsèques, la bière aurait éclaté, dit-on. Oui. Alors, c'est un moine du XIIe siècle qui raconte ça, qui s'appelle Ordoric Vital. Et donc, il raconte effectivement cette anecdote. La fosse aurait été trop petite, le corps trop volumineux. On aurait un peu appuyé pour tasser. Et le corps aurait un peu explosé. Voilà. Et voilà. Donc, donc, tout le monde serait sorti de l'église en courant, paniqué. Sic transit Gloria Mundi. Merci beaucoup Stéphane William Gondouin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint du magazine Patrimoine Normand.